on est en direct. On va être en direct. Ça fonctionne? C'est parti. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Le podcast Au fond des filets, commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et, probablement, la meilleure bière au monde. Au fond des filets, on aime parler à des pros, on aime parler à des anciens pros, on aime parler à des coachs, on aime parler à des formateurs qui ont eu un rôle important dans le développement de Québécois et de Québécoises qui sont arrivés au plus haut niveau. Puis il y a des occasions comme aujourd'hui où toutes ces personnes-là sont une même personne, qui est mon invité, François Bourget. Comment ça va? Ça va très, très bien. Merci, Olivier, de m'avoir invité. C'est un peu extravagant comme présentation, mais c'est vrai. On va commencer par le fait que tu as joué. À quel moment on arrête de te considérer comme un ancien joueur puis on te considère comme un coach? Cette identité-là d'ex-joueur, tu as joué quand même 250 matchs, plus de 250 matchs chez les pros, non? Alors, j'ai pas compté. Je pense que c'est un petit peu moins quand même. Je n'ai joué que en Ligue 2 en France. Ouais. Et en national, en gros, je crois, 7 saisons comme au niveau professionnel. Mm-hmm. Mais c'est une carrière très, très modeste. J'en parle très, très peu parce que, évidemment, j'ai aimé cette période-là de ma vie. Mais... Parce que c'est pas assez clinquant? Disons qu'il y a des joueurs que je côtoie et qui ont des carrières beaucoup plus belles que ça. En même temps, j'ai aussi eu l'occasion, par mon métier d'après, mon métier d'éducateur, de formateur, côtoyer tout un tas de jeunes personnes qui sont devenues adultes et qui n'ont pas tous réussi une carrière. Exact. Et qui ont une vie tout à fait honorable, et je suis tout à fait très content et très fier d'eux, en fait. Mais par rapport à moi, c'est une carrière très modeste, dont je parle très peu, mais qui m'a aussi enrichi en tant que personne, et ça m'a sans doute enrichi pour essayer de faire au mieux mon travail d'après, c'est-à-dire ma reconversion, qui a été dans le coaching, l'entraînement, l'accompagnement des jeunes joueurs. As-tu l'impression que ce type de parcours-là, qui est le tien, tu parles de Ligue 2, de National, ça te fait voir toute la beauté d'être professionnel, en même temps, ça te fait voir les travers de ce qui n'est pas une Ligue 1 ou le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça a été un cadeau, à quelque part, pour ce qui est venu après, le fait de coacher, parce que tu es capable d'avoir une sensibilité pour autre chose que des installations impeccables, du coaching top, de l'argent un peu partout? C'est-à-dire que ma vie de joueur m'a amené à rencontrer des milieux du soccer professionnel qu'on ne médiatise pas vraiment. Qu'on voit pas. Voilà. Donc, ce n'étaient pas des salaires mirobolants, ce n'étaient pas des installations clinquantes comme tu viens d'évoquer. On est très loin de ça. Et pourtant, c'est du foot pro. C'est une joie de jouer avec les autres, c'est une envie de progresser, individuelle, mais aussi collective. C'est aussi la rencontre avec des entraîneurs, avec des joueurs. Donc, ça dépasse le cadre simplement de l'entraînement et des matchs ou de la compète. C'est des aventures de vie. Et puis, oui, pour revenir au foot, c'est une manière de s'adapter et d'être bon quand même et d'essayer de faire du mieux possible dans ton métier, qui est le métier de joueur de foot professionnel. Et pas facile de devenir joueur professionnel. C'est pas facile de le devenir. C'est pas donné à tout le monde. Même si quand on est gamin, on veut tous le devenir et on veut tous jouer dans un stade plein et gagner la Coupe du Monde. Et ouais, mais ça n'arrive pas à tout le monde. C'est quoi les plus grands sacrifices que tu as faits? Parce que tout le monde a un parcours différent, mais il y en avait inévitablement. Ouais, c'est le temps passé avec tes proches, avec ta famille. Quand j'étais plus jeune, avec tes parents, avec ton frère, avec tes amis, parce que tu dois rentrer au FC Nantes à l'académie, et puis que tu es interne là-bas, et que tu n'as plus le soutien maternel que l'on se doit d'avoir quand on n'a que 14 ans, 15 ans. Et puis plus tard, le sacrifice, c'est par rapport
à la maman de mes enfants, c'est par rapport à mes enfants. Voilà, tu pars, et tu pars et tu penses à ton truc, en fait. Je veux pas dire que ce qui est familial passe au second plan, mais disons que tu es tellement pris et passionné par ce que tu fais, que tu as envie de tellement bien le faire, que c'est prenant, hein, les entraînements, la récupération, les voyages, les matchs, la pression que ça te met. Et voilà, et c'est vrai qu'à un moment donné, tu es content de revoir ta famille, tes enfants, mais quand tu es dans ton truc, c'est vrai que tu es dans ton truc et les autres autour de toi doivent s'adapter. Et c'est une courte période aussi. On est conscient, comme jeune athlète, que c'est pas à 40 ans qu'on va pouvoir dire « laisse-moi revisiter cette période-là de ma vie ». C'est maintenant que ça se passe. Donc. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est à ce moment-là que ça doit se passer. Souvent, on parle de l'expression « le wagon ne passe qu'une fois ». Donc, quand le contrat arrive ou quand les opportunités de jouer en pro arrivent, vas-y, saisis-les. Et donc, effectivement... c'est pas que ça met en péril le reste, mais disons que autour de toi, ton environnement doit être énormément dans l'adaptation. Et j'avais autour de moi la chance d'avoir une dose d'amour qui me permettait d'aller vivre mon projet professionnel, sportif, avec tout ce que je pouvais. Mais je sais que ça n'a pas été toujours facile pour mon entourage. Ce n'est pas toujours facile pour l'entourage d'un joueur pro. Tu as parlé du FC Nantes tout à l'heure. Ça, c'est à la belle époque du FC Nantes qui était la référence, j'allais dire en France, mais une référence sur la planète pour une philosophie, une façon de former. Je suis curieux de t'entendre. C'était en quelles années, ça, que tu es rentré à 14-15 ans? Si je te dis toutes les années, tu vas savoir mon âge. Bref, c'était à la belle époque. Mais... C'était 88-93. Moi, j'ai joué 5 ans au centre de formation. Et puis, donc de 15 ans à 20 ans, grosso modo. Et puis, j'ai eu mon parcours de joueur pro donc, à Angers, essentiellement, à Angers-SCO. Et ensuite, ma reconversion, je l'ai faite au FC Nantes, où là, j'ai été coach pendant 6 ans. Okay. Où j'étais responsable de la pré-académie. Et où, voilà. Donc, le FC Nantes représente 11 ans de ma vie. 5 ans en tant que joueur au centre de formation à l'académie, 6 ans en tant que coach à l'académie. La belle époque, effectivement, c'est quand tu réunis un état d'esprit entre le coach de l'équipe première, le responsable de la formation, que ces gens-là s'inscrivent dans la durée et que ce qu'ils font est vraiment d'enseigner le football d'une certaine manière. Et en dessous, ces 2 personnes, donc c'était Jean-Claude Ciodo chez les pros, Reynald Noax à la formation. Il y a une 3e personne qui est Jean-Claude Bauduin, qui avait les plus jeunes, qui est beaucoup moins connu que les 2 précédents que j'ai nommés, parce qu'il n'a jamais été mis au devant de la scène médiatique, parce qu'il n'a jamais coaché des pros, mais il était tellement précieux. Évidemment, il y a des Gilles Albert, il y a des Christophe Lolichon qui sont intervenus également. Et qui ont aidé tout un chacun. Mais effectivement, les années 88-93, on est très peu de joueurs au centre de formation. Donc ça minimise les coûts de fonctionnement. Et un joueur sur 2 devenait pro quelques années plus tard. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que techniquement, tu te donnes... Le premier réflexe de quelqu'un pourrait être « Ouais, mais t'as moins de joueurs, t'as moins de chances d'avoir la pépite que tu cherches dans ton recrutement. » Est-ce que tu le sentais? Est-ce que vous le saviez à l'époque que vous étiez à un endroit spécial? Quand j'ai 14 ans et que mes parents commencent à être sollicités par différents clubs pro pour que j'aille, moi, jouer dans ces clubs, le FC Nantes, j'habite Angers, donc le club du SCO d'Angers est évidemment intéressé par me prendre dans leur club, mais le FC Nantes, qui est à 100 km, l'équipe première, l'équipe pro joue en Coupe d'Europe à l'époque, gagne toutes les 4 ou 5 ans le championnat de France. Donc c'est vrai que c'est attirant. Et les équipes de jeunes, c'est très attirant aussi parce que tu sais que régulièrement, tu as des joueurs qui sont en équipe de France, tu sais que ça joue bien. Et puis, il y a surtout, et c'est l'élément le plus important pour mes parents, pour ma mère en l'occurrence, c'est qu'il y a une école, et c'est l'un des seuls clubs à l'époque, c'est le seul centre de formation qui a une école en son sein.
Donc, en fait, Faites les cours sur place. On fait les cours sur place. Tu ne perds pas de temps dans des transports entre l'école, l'entraînement, enfin les vestiaires et le terrain d'entraînement, ni la cafétéria. Tout ça, c'est sur le même site. L'internat également. Et tu as des gens qui sont là, qui sont dédiés à toi. Donc, des enseignants pour le foot, évidemment, mais des enseignants pour l'école, des gens qui te font à manger, des gens qui te surveillent le soir pour que tu dormes bien, etc., etc. Bref, un centre de formation comme il se doit. Et dans les contenus d'entraînement, on est amené à... Et tout respire ça, c'est-à-dire les discussions, les causeries, les vidéos que l'on voit déjà à l'époque, tout veut nous mettre en relation entre joueurs, entre les uns et les autres. C'est pas moi tout seul qui vais faire la différence, c'est les autres avec moi et moi avec les autres. C'est chaque qualité, chaque individu va apporter quelque chose au collectif. Donc on travaille énormément tous les jours sur les connexions, le jeu combiné, savoir avant de recevoir le ballon où sont mes partenaires. Donc forcément, c'est varier les rythmes de jeu. On joue pas tout en une touche, mais dès qu'on peut le faire, on le fait. On est dans énormément de communication verbale, mais aussi non verbale. Donc le langage des passes. J'apprends tout ça. Et on s'acculture au fur et à mesure des années. Et quand tu passes 5 ans là, et moi, je n'étais pas l'un des meilleurs joueurs de ma génération, mais voilà, tu côtoies des Claude Makélélé, tu côtoies des Reynald Pedros, qui à l'époque ont joué en équipe de France, des Nicolas Wedek, des Patrice Loco, des Darocha qui ont fait des super carrières au FC Nantes. Alors, je parle d'une génération et d'une époque qui est bien lointaine maintenant, et les jeunes auditeurs ou téléspectateurs ne sauront pas forcément de qui je parle, mais Claude Makélélé, je pense que ça peut résonner encore un petit peu, vu la carrière qu'il a connue derrière. Mais tout ce que j'ai pu enseigner, moi, quand je suis devenu éducateur, formateur, accompagnateur de talent, on va dire, ça prend son origine dans cette période-là, où encore aujourd'hui, je trouve que c'est essentiel que les joueurs soient en connexion avec les autres. Et que, aujourd'hui, dans un club comme Lorient, là où, parce qu'on ne peut pas avoir les meilleurs de France, pour tout un tas de raisons, on est obligé d'avoir des joueurs différents que les autres. Pour se distinguer. Pour se distinguer. Et les joueurs différents, c'est des joueurs qu'on doit accompagner de manière différente, plus, mais chez qui on doit développer aussi ce sens de la relation avec l'autre joueur qui est autour de nous. Et on a des joueurs à retard morphologique, on joue forcément contre des adversaires qui ont un âge morphologique plus avancé, ou un âge biologique déjà plus avancé, ne serait-ce qu'1 an. Et nous, avec nos petits bonhommes, on est obligé de penser à l'action d'après, à déclencher son appel avant l'adversaire, à être constamment dans la surprise, dans le contre-pied, et dans une très grande qualité technique. Et c'est tout ça que je dois enseigner aujourd'hui, et c'est tout ça que j'aime enseigner aujourd'hui à des jeunes joueurs de 15 ans, 16 ans, 17 ans, etc. Imaginez sortir sans pantalon. Pas top, hein? Mais naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet privé, sécurisé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi, parce qu'avec Surfshark, tous vos appareils sont protégés, sans limite. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Entrez le code BPM Sport avec un S lorsque vous faites le paiement. Rendez-vous sur surfshark.com/BPM Sport. Là, il y a plein de choses là-dedans. Plus tu parles, plus j'ai des questions. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour toi, mais on verra au cours des prochaines minutes. Je veux revenir à Claude Makélélé tout à l'heure. Je veux revenir à Nantes aussi. Puis j'ai une question sur le SCO d'Angers. Ça, c'est ma parenthèse. Jacob, tu me rappelleras tout ça si jamais je l'oublie tantôt. Mais je veux parler de cet aspect-là parce qu'on en parle très peu. Des jeunes. La semaine dernière, on a eu Charles-Émile Brunet qui était là avec nous. C'en est un qui a une poussée de croissance
très tardive. Il en a souffert. Et Charles-Émile nous disait qu'essentiellement, c'est ce qui a signé la fin de son passage à l'académie. Comment vous faites maintenant? Il y a eu une époque où, je ne sais pas si ça se fait encore, il y avait des radiographies des poignets qui étaient prises pour connaître là où la croissance allait mener. Il y a des manières de savoir l'âge biologique versus, comment tu l'appelles? L'âge morphologique. À savoir, bon, mais est-ce que cet enfant-là est en avance, en retard ou pile poil sur son âge, sa date de naissance? Bref. Comment on détermine ça? Si tu es capable d'expliquer, je ne sais pas en combien de temps tu es capable de nous faire ça, là, parce que c'est assez complexe, merci. Puis après, tu décides sur qui ça vaut la peine de parier? Alors déjà, on a des staffs médicaux, on a des préparateurs athlétiques qui, entre guillemets, surveillent la croissance de chacun de nos jeunes joueurs à l'âge adolescent. Ils rentrent à quel âge chez vous? Tu étais à Lorient en ce moment, tu t'occupes des... Nous, à Lorient, on accueille des jeunes à partir de U12. Okay. Donc, ils ont 11 ans et demi, 12 ans. Et puis, on ne prend pas des jeunes joueurs avant. On va les voir dans leur club, on les laisse dans leur milieu, on va surveiller l'évolution de certains joueurs dans un bassin qui, grosso modo, c'est notre département. Voilà. Mais on a un bassin qui est beaucoup moins important que celui de Paris, par exemple, ou celui de Nantes, par exemple. Tout ça se trouve dans l'ouest de la France, en Bretagne. Si vous êtes les bienvenus, on va commencer. Merci. C'est très beau. Donc, médecin regarde la taille des joueurs, l'évolution de la taille des joueurs et leur poids, pour déterminer une courbe de croissance, et notamment un pic de croissance. Et donc, on sait... assez précisément où en est la croissance du joueur. Est-ce qu'il est avant son pic? Est-ce qu'il est en plein dans son pic de croissance? Est-ce qu'il est juste après? En fonction de ces différentes étapes-là, morphologiques, on doit adapter la charge de l'entraînement du garçon. On ne s'occupe que de garçons. On a une section filles aussi, mais je ne m'y connais pas dans le foot féminin, pas assez en tout cas. Donc je me garderai bien de parler des filles. Mais chez les garçons, en tout cas, on a ces données-là. Et alors, on a des garçons, on sait très très bien que même s'ils font aujourd'hui 1m50 à 14 ans, ce qui est une petite taille, on a notre observation visuelle, tout simplement. Aucune pilosité, imberbe. On voit bien qu'ils vont grandir. On a une indication, mais ça ne se vérifie pas toujours, c'est la taille de ses parents. Mais des fois, il faut aussi voir la taille de ses grands-parents, de ses oncles et tantes, notamment pour des personnes qui sont d'origine africaine et autres. Et puis après, au-delà de ces données-là, il y a aussi l'expérience que tu as. J'ai déjà eu des joueurs qui, effectivement, avaient des segments très très longs. Quand je parle de segments, c'est le tibia, par exemple. Et puis, ce sont les pieds, les mains qui grandissent en premier. Et quand tu lui dis bonjour à 13 ans et qu'il a déjà une main qui a englouti la tienne, je suis pas le plus grand la plus grande des personnes, évidemment, mais j'ai une taille qui est pas trop petite, qui est pas trop grande. Et quelque part, je peux déjà juger... quand l'ado de 13 ans, il fait ma taille, mais qu'il n'a pas fini de grandir, tu te dis, ça va être grand plus tard. À quel âge, on ne sait pas. Puis c'est pas à nous de le prédire, mais on sait que. Et donc, en fonction de on sait qu'il va grandir. Il n'est pas arrivé à maturité. Il est loin d'être fini. Alors, oui, on va travailler sur des aspects techniques. On va travailler sur des aspects... développer l'intelligence de jeu, le cognitif, les aspects cognitifs, et puis la mentalité. Et en attendant que Dame Nature fasse son travail. Et arrivé à 17-18 ans, là, on va obtenir des garçons comme Valentin Rongier, qui joue à Marseille, comme Léo Dubois, qui joue plus en ce moment, mais qui a eu quelques sélections en équipe de France, qui est passé par Nantes, évidemment, mais surtout Lyon, qui a joué des matchs de Champions League, comme Jordan Verretou. Donc, ce sont des garçons qui sont en retard de croissance. Les garçons dont je vous ai cité les noms, là, ce sont des milieux de terrain. Abdou Touré, qui joue encore au Havre, et qui a sauvé son équipe du Havre de la relégation en Ligue 2, c'est un cas où, à 13, 14, 15 ans, c'est un retard morpho. Mais il fait déjà ma taille. Et on sait,
parce que je sais que ses parents sont grands, ses grands frères sont grands, ses cousins sont grands. On sait qu'il va faire 1m90 plus tard. Et donc, en attendant, il faut qu'on axe notre développement, enfin, son développement, notre travail sur d'autres aspects. Mais par contre, on veut le garder. Ouais. Et si aujourd'hui, on va perdre des matchs avec lui ou avec eux, c'est pas grave. U15 perdent des matchs. U14, U16 perdent des matchs. OK. Par contre, on les fait avancer. Donc, les faire avancer, c'est se rendre compte à un moment donné que ils perdent de moins en moins de ballons, qu'un milieu de terrain joue de plus en plus vers l'avant, qu'il a de moins en moins de déchets techniques, qu'il s'améliore techniquement, qu'il est au fur et à mesure des entraînements, des mois et des années, capable de jouer en une touche, de développer sa qualité de première touche, de sentir si c'est le bon moment de jouer vers l'avant en une touche, ou au contraire de la garder. Est-ce que... Alors, il a peut-être pas les capacités aujourd'hui pour gagner des duels, sauter de la tête ou aller presser, mais au moins qu'il y aille au bon moment. Ouais. Son gelon va peut-être pas arriver... mais les intentions... Mais au moins, il l'aura vu. Et quand il sera en capacité musculaire de jouer long, il le fera. Parce qu'il aura déjà, depuis plus jeune, développé cette prise d'info-là, la prise d'info proche de lui, mais aussi lointaine. Bon, voilà, nous, notre travail, il est là. Puis derrière, on n'est pas là en train de prédire s'il va être pro. On est là en train de prédire... Il sera capable de faire ça parce qu'il a déjà ces super pouvoirs-là. Et nous, on veut développer ça. Et puis, dans ces axes d'amélioration, on veut les diminuer, on veut les améliorer pour que ça en devienne un joueur le plus performant possible. Jusqu'où il ira, finalement. Ouais, ça, après, on parlait de Charles-Émile. Quand j'ai le privilège de le récupérer au collège Annecy, c'est un milieu de terrain. Il t'a entraîné là, au cégep. Voilà. C'est un milieu de terrain qui est au Sport Études Concordia, avec Sylvain Ascouette. Sylvain qui est aujourd'hui un membre du staff de l'Académie du CF Montréal. Et donc, c'est un milieu de terrain qui est très bon techniquement, très dynamique, mais qui, pour moi, joue trop latéral. Et il a cette crainte de jouer vers l'avant, donc de prendre des risques et de perdre des ballons. Et j'hésite beaucoup à le prendre au collège Annecy parce que j'ai cette sensibilité où j'ai envie que les joueurs prennent des risques et aillent vers l'avant. Et donc, on parle 20 minutes, je lui dis, écoute, si je te prends au collège Annecy, ce sera un plaisir de t'accompagner, mais je veux que tu te dises une chose, c'est que je ne te prendrai qu'à condition que tu cherches à jouer de plus en plus dans la verticalité. Soit avec ton super pouvoir qui est de dribbler, de conduire de ballon, de fixer, etc. Soit par la passe. Et il faudra que tu varies les deux parce que les situations de jeu seront différentes et il faudra que tu t'adaptes et que tu joues juste, du plus en plus juste. Il m'a dit, OK, je chercherai à jouer plus juste et donc plus vers l'avant. Je vais t'en perdre des ballons, inquiète-toi pas, coach. Et puis, franchement, il a pris ce projet-là à bras-le-corps et le début du championnat collégial, qui reste un championnat très, très, très modeste. Mais quand tu commences à 17 ans, 18 ans, à ton arrivée au cégep, donc tu joues contre des moins de 21, quoi, et que tu es performant, tu es efficace, moi, c'est un signe, au Québec, en tout cas, ça a été un signe pour me laisser penser que, OK, lui, là, il a un potentiel et il va falloir l'accompagner parce que le Québec va vite devenir très petit pour lui. Parce qu'avant lui, il y a Bambito qui est passé par là, parce qu'il y a Yann Toili qui est passé par là, il y a Wesley Wangé qui est passé par là, il y a Amla, il y a et d'autres. Il y a Farsi, il y a Abzi qui sont passés par là. Et moi, je les as tous coachés. Ouais. Et ils ont tous été performants très tôt. Jeunes. Soit en Ligue 1, donc très tôt, ils avaient 18 ans et ils étaient déjà très bons ou contre des seniors dans le plus haut niveau québécois. Alors avant la PLSQ, maintenant la Ligue 1 Québec. Ou alors très tôt dans la Ligue collégiale, Annecy, championnat canadien, etc. Où là encore, quand tu es québécois et que tu as la chance d'aller au championnat canadien, tu es plus jeune que les autres. Oui, parce que souvent, les collèges ailleurs au Canada, c'est quasiment l'âge d'université, là, parce que c'est des collèges... Donc on jouait contre des hommes, là. Et nous, on est des petits hommes, on est des jeunes hommes, on est autant dans la maturité que musculairement. On a 3 ans, 5 ans de moins, quoi.
Et comment tu fais pour jouer, quoi, pour leur poser des problèmes et pour résoudre des problèmes qu'ils te posent avec leur puissance? Vas-y. Et le travail du formateur, il est là. Claude Makelele, je t'en parlais tout à l'heure, on parle de potentiel, justement. Tes premiers souvenirs de lui, est-ce que ça crevait les yeux? Oui. Ouais. Oui. Premier entraînement, il arrivait de Brest. Brest est un club à la pointe de la Bretagne, à l'ouest de la France. Et ce club-là avait déposé le bilan à l'époque. Donc, bon, évidemment, les joueurs pros partent jouer dans d'autres clubs, mais aussi les jeunes joueurs du centre de formation essaient de retrouver un club. Et puis, il y a ce Claude Makelele qui arrive. Les coachs le connaissaient, le surveillaient. Le club donc de Brest dépose le bilan. Les joueurs sont libérés de leur contrat. Et Claude signe à 19 ans au FC Nantes. Dès les premiers entraînements avec nous, il est plus dynamique, il est technique, il a du feu dans les jambes, il est hyper explosif. Techniquement, il est propre. Il est très calme avec le ballon. Très, très calme. Il a joué, si je dis 2 mois avec nous à l'entraînement, c'est peut-être le maximum. Il est passé pro. Il est passé pro tout de suite. Et puis, très, très vite. Et puis, très, très vite dans l'équipe, quoi. À s'imposer et à avoir du temps de jeu. Et au milieu de terrain, de mémoire, il y a Jean-Michel Ferry qui, à l'époque, arrive en équipe de France. Il y a Jafet Endoram qui arrive du Tchad, qui est une pépite dont tout le monde parle aujourd'hui encore en France. Et il y a Christian Karembeu. Voilà. Et puis, c'est pas parce qu'il y avait un vide que Makelele, tout d'un coup, une opportunité gratuite. C'était un milieu en losange. Il y avait Reynal Pedros qui jouait également sur le côté gauche. Enfin, c'était une équipe de super joueurs, quoi. Et j'ai l'opportunité donc de côtoyer ces joueurs-là un petit peu à l'entraînement. Donc Claude va très très vite chez les pros, mais tu vois qu'il n'a rien à faire avec nous, quoi. Et donc cette équipe, quelque part, de joueurs formés par Reynald Denouax à la formation, arrive chez les pros, et entre leur première saison ensemble, en pro, qui doit dater en 93, ils apprennent. Ils gagnent des matchs, ils prennent des claques. À l'époque, le Paris Saint-Germain a une équipe d'internationaux, etc. Mais 2 ans plus tard, en 95, ils sont un magnifique champion de France. Et puis, pour ceux qui s'intéressent au foot français, ça fait partie des belles pages et de l'histoire du FC Nantes, mais aussi de l'histoire du foot français. Que cette génération-là de jeunes gamins, en fait, qui jouent ensemble un certain football, voilà, ils gagnent le championnat de France face à des équipes confirmées, des joueurs confirmés. Les meilleures individualités deviennent à leur tour internationaux. Bon, tant mieux. Et puis après, ils partent dans d'autres clubs parce que Nantes n'a pas les moyens économiques de les garder. Donc, tous ces joueurs-là formés au club partent au Paris Saint-Germain, à Marseille ou à l'étranger. Et Claude fait partie des joueurs qui aura eu un parcours après Nantes. Je crois qu'il part à Marseille où il s'impose pas vraiment. Il va ensuite en Espagne au Celta Vigo où il joue plusieurs saisons avant que le Real Madrid se dise mais lui il est trop fort, et il va être associé à Zidane à l'époque des Galacticos au Real Madrid, et puis après il va finir à Chelsea, au Paris Saint-Germain, puis après il va entamer une carrière d'entraîneur. Mais il y a beaucoup de joueurs issus du centre de formation de Nantes qui deviennent entraîneurs parce que Didier Deschamps, parce que je pense qu'ils ont été piqués, et parce que les formateurs qu'on a eus nous ont tellement bien accompagnés, ils nous ont tellement enrichis en tant que personne, mais aussi en tant que joueurs, qu'on a eu envie de faire comme eux, quoi. Et de transmettre à notre tour, comme on a pu, ce qu'on a appris. Il y en a un qui est un magnifique exemple, c'est Laurent Guyot. Laurent, il a été le Director of Coaching du FC Toronto entre 2016 et 2018. Aujourd'hui, depuis 3 ans, il est avec une équipe de Ligue 2, Annecy, dans les Alpes, là, proche de la Suisse, en France, où il réussit un travail merveilleux avec son équipe, avec des moyens modestes. On parlait de l'autre face du bling-bling, là. Là, on est en plein dedans. Puis, il les fait jouer d'une manière magnifique, avec ses moyens. Voilà. À Angers, as-tu croisé Jean-Alain Erdeven? Oui, bien sûr. Tu sais que Jean-Alain Erdeven a été
coach du tout premier sport-études au Québec. À Québec. Ouais, puis c'était ma cuvée. Ça a été mon entraîneur en 95, si je me trompe pas. Il est venu, écoute, c'est... quand on parle de modestie de conditions, on s'entraînait dans le champ du terrain de baseball des capitales de Québec qui n'existait peut-être même pas à cette époque-là parce qu'il n'y avait pas assez de terrain disponible, particulièrement tard à l'automne. Bref, Jean-Lin qui a joué, si je ne me trompe pas, pour le SCO, qui a coaché aussi, qui a coaché les filles à Angers. Exactement, il a coaché du foot féminin également à Angers, à une époque où le foot féminin était vraiment assez balbutiement, quoi. Mm-hmm. Je suis très heureux que tu me parles de Jean Laerdeven parce que je suis ami de la famille, moi. Ah, ils sont originaires de Angers. Ouais. Je suis originaire de Angers, de cette ville-là, dans l'ouest de la France. Et, sa femme était prof à l'école là-bas. Ouais. On est allé faire un tour, en fait, en secondaire 1 à Angers. On était allé... on avait passé un peu de temps au centre de formation. Et donc, moi, je suis très ami avec son fils, qui est venu ici en famille, en vacances. Cédric? Nos enfants, ouais, Cédric, ouais. Nos enfants se connaissent, enfin, bref. Ah, wow. Ouais, ils sont même amis. Écoute, là, il y a une boucle weird, là. J'ai l'impression d'être entré dans un univers parallèle un peu. Très. On se connaît très, très bien, la famille Ardeven et nous. Et je sais que Jean-Alain, moi, je lui avais demandé beaucoup de conseils lorsque j'étais venu... habité ici en 2012. Parce que lui, il partait au Far West là, à l'époque. Lui, il partait... je me souviens qu'il m'avait parlé de Elder Duarte. Et il avait un super souvenir d'Elder. Et effectivement, Elder est quelqu'un que j'ai très peu connu, mais je savais que c'était une très très bonne personne et j'y allais avec grande confiance parce que Jean-Alain m'avait parlé en très très bien de cette personne-là, entre autres. Et puis, je sais qu'il avait rencontré 1000 difficultés aussi parce que là aussi, dans le développement du soccer, c'était pas du tout la même époque qu'aujourd'hui. Non. Mais il était comme un précurseur dans le foot féminin. Il avait été précurseur pour des entraîneurs qui, comme moi, des années plus tard, s'exilent, vont de l'autre côté de l'Atlantique, dans un univers complètement différent de ce qu'on peut connaître en France ou en Europe. Et là-dedans, comment tu t'adaptes ? Comment tu réussis à trouver du plaisir dans ton métier, qui est de apprendre à faire jouer des garçons ou des filles et de les amener à progresser. Voilà. Tu demandes conseil. Ça, c'est parce que tu envisageais de t'en venir ici. C'est en 2012, si je ne me trompe pas. Exact, oui. Pourquoi? Est-ce que tu avais une raison de t'en venir ici ou est-ce que tu t'en venais ici puis tu cherchais une raison de... Non. En fait, après 6 ans comme responsable de la préformation au FC Nantes, je ne suis plus vraiment tout à fait en accord, en phase avec mes collègues du FC Nantes, avec la direction technique. Et en tant que joueur, modeste joueur, j'avais toujours eu envie d'avoir eu une aventure à l'étranger. Elle ne s'était jamais amenée à moi, donc mais en tant que coach, ça faisait quelques années que j'en parlais en famille et puis que j'essayais de faire bouger un petit peu tout le monde. Et puis, je voulais allier un projet professionnel, donc dans le foot, évidemment, pour moi, avec un projet de famille. Et vivre à l'étranger, c'était pour moi donner à mes enfants l'envie de voyager et d'enlever la crainte de voyager, de se dire que dans un milieu qu'on ne connaît pas vraiment, on peut s'adapter et que à une nouvelle langue, à des nouvelles mentalités, à une nouvelle politique d'un pays, etc., de devenir plus tolérant aussi parce que là, on est dans la peau de l'étranger et qu'on doit s'adapter à tout un tas de choses. Donc, c'est pas la même chose qu'avant et que nos amis ou nos familles sont loin, mais sans eux, est-ce qu'on peut vivre et avoir du plaisir à vivre et trouver des amis, etc., etc. Et je pense qu'en tant que parents, on a réussi ça, à donner à nos enfants cette confiance en eux pour s'établir à l'étranger et de s'adapter. Bon, il y avait une langue française ici qui nous rassurait, mais il y a aussi beaucoup c'est multiculturel, Montréal, et donc il y a vraiment beaucoup de richesse dans tout ce que les jeunes ont donné à mes enfants, c'est-à-dire la culture, les langues, les habitudes, les histoires des uns des autres. Moi, au collège Annecy, où mon fils a joué et a étudié, il y avait 15 origines différentes. La grande majorité était évidemment... Dans l'équipe? Ben oui. Wow. Est-ce que l'as-tu coaché? Au collège Annecy, ouais. Il a eu
malchance plutôt. Ben, c'est ce que j'allais dire. As-tu apprécié, puis lui, il me dirait quoi de son expérience d'être coaché par papa? Je pense qu'il y a eu c'est pas facile de coacher son fils. J'ai été coaché par mon père. Je sais que ton papa a été un éminent coach dans la région de Québec. Mais c'est pas facile. Il y a eu des moments où, évidemment, ça prenait le pas sur la vie familiale. Et puis, quand il est à l'âge cégep, là, donc c'est plus un jeune enfant, là, c'est un jeune homme, on s'était donné une règle. On parle de foot quand on est au foot. Mais à la maison, on évite. Et puis, quand il y a des moments de tension... On se parle pas. Quand il y a des moments de tension, effectivement, il y a des moments où on était chacun de notre côté, éventuellement chacun de notre côté, mais dans des... ailleurs de notre chez nous, entre guillemets, pour peut-être faire baisser la tension, penser à autre chose, et mieux revenir à discuter dans une relation normale d'un père et d'un fils. Ça a été très riche aussi, très enrichissant. Mais j'étais sans doute pas le plus... comment dire, le plus agréable peut-être, ou le plus adroit pour parfois donner les bons conseils au bon moment à ce joueur qui était mon fils. Je l'ai peut-être aidé à certains moments, c'est lui qui en parlerait mieux. Je l'ai peut-être emmerdé, alors ça c'est sûr, à d'autres moments. J'en suis désolé. Ça, je peux confirmer sans consultation. Mais voilà. Mais pour revenir au multiculturalisme que j'ai connu au Collège Annecy, pour moi, c'est ce qui représente Montréal. Mais c'est aussi ce que j'ai adoré dans cette ville, ici. Et pour revenir à 2012, en fait, je suis en fin de contrat. Je suis pas renouvelé au FC Nantes. Et puis, j'ai pas forcément envie de repartir dans cette politique dans laquelle je ne me retrouve pas. Et donc... Je contacte des gens en Espagne, du côté de Barcelone, pour savoir s'il y a un poste à prendre. J'ai un contact, il n'y a pas de suite à l'Espagnol de Barcelone. J'ai un contact à Reading, dans la région de Londres, et à West Ham, pas de suite. Aux États-Unis, j'ai un contact, pas de suite. Et puis c'est au Canada, au Québec, à Longueuil, où j'ai un copain du Havre, un coach du Havre, Michael Le Baïf, qui est pour la 2e ou 3e fois invité à des camps de soccer ici. Comme ça commence à se faire beaucoup. Puis moi, je connais pas du tout Longueuil, je connais pas ni le nom de la ville, Montréal oui, mais pas Longueuil. Et puis le club, encore moins. Et puis il me dit, écoute François, il y a un président qui s'appelle Monsieur Bassong, qui est le père de Zoran. Ouais. Et Christian Bassong est quelqu'un qui est très ambitieux, mais qui veut amener son club à un autre niveau. Et pour ça, il est prêt à faire confiance à des gens qui viennent du milieu pro européen. Et il est prêt à les accompagner. Alors, il est peut-être un peu fou d'un côté, mais de l'autre côté, il m'a l'air de vouloir aller au bout de ses idées. Évidemment, accompagné d'un CA, etc. Bon, j'étais pas le premier Français auquel Christian Bassong s'adressait. Il avait déjà contacté des très bons coachs avant moi. Il avait même proposé à ce Mika Le Baïf là l'éventualité de pouvoir être directeur technique dans son club. Et Mika était très engagé avec le club du Havre, donc c'était pas possible. Et en fait, il me met en contact. Et je me retrouve avec Christian Bassong au téléphone pendant 45 minutes. Je me rends pas compte, mais c'est déjà un entretien d'embauche, quoi. On est en juillet 2011. Et il me pose la question, est-ce que tu viendrais nous visiter pendant une semaine? Et si on donne suite, nous, on te rembourse le billet aller-retour. Il y avait de l'argent à l'époque. Et alors, j'accepte, et avec l'accord de ma famille. Et je viens pour la première fois poser mes pieds à Montréal, ville que je découvre. Je suis dans un hôtel, l'hôtel Sandman, pour pas faire de publicité, à côté du métro Longueuil. Donc le matin, je vais visiter Montréal et je découvre le vieux Montréal. Je découvre un été chaud, des gens hyper accueillants. Je découvre un club amateur, purement amateur, mais je sens qu'il y a, excusez-moi l'expression, déjà un putain de potentiel chez des jeunes joueurs et des jeunes filles.
jeunes joueuses. Je découvre le fonctionnement d'un club purement amateur. Je sors d'un club pro dans un pays où le foot est le sport numéro 1. Et j'arrive dans un club amateur au Québec où le sport n'est pas du tout le soccer n'est pas du tout le sport numéro 1. Et on est en 2012, on n'est pas en 2025 là. Donc il n'y a pas les médias. À ce moment-là, en fait, le CF l'Impact n'est même pas en MLS encore. Si c'est ils y arrivent tout juste. Ils doivent y arriver en 2012. En 2012, c'est ça. L'académie avec Philippe Lafroy juste ouvre. Ça fait 6 mois. Les Wilfried Nancy et compagnie viennent d'être recrutés et voilà. Donc, j'essaie de comprendre. C'est pas du tout la même manière de voir le foot. Pas le même vocabulaire non plus. Il y a 6 joueurs des joueurs nés en 95 ou en 96 qui doivent jouer en U16 ou en U17 chez nous à Longueuil, mais qui sont pris parce qu'ils sont bons. Ouais. Ils sont pris à l'académie de l'Impact parce que je comprends que l'académie de l'Impact recrute les meilleurs joueurs de tout le Québec. Et puis, nous, on a une règle au Québec où on en perd 6, mais par année d'âge. On peut pas remplir. Mais on peut pas en prendre plus que 4 parce que c'est les règlements pour pas... Moi, j'étais là à l'époque, puis juste pour remettre les gens en contexte, l'arrivée, puis à quelque part, tu peux pas faire d'omelette sans casser des œufs. L'académie débarquait, mais c'était un bordel monumental de faire justement accepter certaines règles parce que les règles étaient faites pour un écosystème où tu siphonnes pas 3 ou 4 joueurs ou 5 joueurs d'une même équipe d'un coup. Souvent, c'était les mêmes clubs parce qu'il y a beaucoup de clubs qui forment à beaucoup de niveaux d'âge. Mais ça veut dire que tu hypothèques 2 ou 3 années d'âge. Puis les clubs étaient pas contents. Là. Je me souviens de la tournée du Québec, là, pas juste de la grande région de Montréal, mais c'était pas facile. Là. C'était de la grosse négociation. Et alors donc, j'arrive dans ce contexte-là et je fais connaissance avec Philippe et super personne, super projet, super coach. Est-ce que dans ta tête, le CF Montréal, y avait-tu une idée de tremplin à Longueuil à ce moment-là parce que ça fait 2 ans qu'on a annoncé que la MLS s'en venait. Tu es à 6 mois de l'arrivée de la MLS. Est-ce que ça entre oui, mais en même temps, même si j'arrive avec mon expérience déjà de France et du FC Nantes en tant qu'ancien joueur, mais aussi en tant que coach, je me dis, fais tes preuves, François. Je suis conscient de mes qualités, de mon expérience déjà, mais de mes diplômes, mais ça viendra quand ça viendra. Christian Basson me dit lui-même, François, avec ton bagage, je me fais pas de soucis, tu feras 1 an à Longueuil et puis après, tu partiras. Je dis, écoute, je vais d'abord essayer de faire du mieux possible à Longueuil. Et en fait, j'ai découvert un métier qui est le métier de directeur technique et je dois avouer que j'ai rencontré plein de difficultés. Et que je me suis vraiment pris la tête avec la vie du soccer ici, entre ce que moi j'étais, ce que je pensais, ce que je voulais mettre en place, et puis la réalité des choses, la réalité des mentalités, l'omniprésence des parents, l'omniprésence de la clientèle, qu'on n'a pas du tout. C'est pas du tout cette relation-là. Tu veux dire la clientèle dans le sens où c'est une clientèle qui paye et qui a des attentes Alors, dans les attentes, c'est bien normal qu'un parent qui paye très très cher ait des attentes. Mais à un moment donné, faites confiance aux gens qui connaissent le foot, le soccer. Faites confiance aux personnes qui sont patients dans le développement et qui mettent de côté un petit peu le championnat canadien U14 ou U16 parce que ça veut dire gagner. Ouais. Et développer à long terme et gagner ne vont pas toujours de pair. Tu parlais des joueurs qui ont un âge morphologique. Si tu y vas all-in pour gagner, tu vas prendre tous ceux qui sont déjà à 14 ans à leur poussée de croissance, qui sont grands, qui sont costauds. Exactement. Et hier, je suis passé au centre Nutrilait. Ne serait-ce qu'hier, je ne pouvais pas m'empêcher de voir, de regarder. Je suis assez curieux pour m'intéresser en fait à ce qui se fait partout ici. Et donc hier, j'ai vu 2 matchs. J'ai vu un match, le CF Montréal au centre Nutrilait, je crois U14 contre des U15 de l'AS Laval. Et j'ai vu des joueurs en avance morphologique, qui évidemment, sur certains aspects du jeu, sont très à l'aise. Mais je me dis, c'est plus le temps de les faire jouer là, à ce niveau-là. Faisons-les jouer avec des joueurs de leur propre maturité, plus âgés.
Et là, on va peut-être mieux les évaluer. Et là, on va vraiment voir s'ils ont un potentiel. Parce que là, leur super pouvoir contre des joueurs plus petits, bah évidemment, on voit bien qu'ils s'imposent. Et puis que c'est facile, c'est trop facile pour eux. Quand tu fais 6 pieds à 14 ans et tu as une mauvaise touche, apparaît un peu moins parce que tu es capable de rattraper beaucoup de ballons perdus. Et je me dis, mais c'est déjà quelque chose que l'on colportait quand on est arrivé. Je dis bien on, parce que j'étais pas tout seul à le colporter cette idée-là. On n'était pas beaucoup, mais... Et en 2012, 2015, enfin, toutes ces années-là où j'ai grandi ici, il y en avait d'autres, des éducateurs, des coachs qui pensaient comme ça. Mm-hmm. Mais c'est plus fort que ça. Le système t'amène à faire jouer des joueurs matures qui vont gagner des duels, qui vont gagner tout de suite dès l'âge de 14-15 ans. Et je me suis, je vais pas dire battu, mais j'ai toujours voulu défendre mes idées. Et j'y croyais, à ces idées-là. Et je n'ai jamais eu l'occasion de travailler pour le CF Montréal. Il y a eu des opportunités parfois, et puis ça s'est jamais fait que je travaille dans ce club-là. Et puis... Pourquoi? Bah, je pense choix des gens qui étaient en place, de prime abord. Ensuite, j'ai énormément de personnes avec qui je suis plus ou moins proche, qui ont travaillé ou qui travaillent encore au CF Montréal et que j'apprécie énormément. Et puis, ils ont des super joueurs. Et je me dis, mais évidemment, comme beaucoup, je regrette le fait qu'il y ait un manque dans ce tremplin-là entre le football des jeunes, on va arriver jusqu'à U18 là, et le foot pro. Bon, là, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que là, au lieu d'avoir Olivier qui est sur sa boîte à savon pour la 150e fois à parler d'une MLS Next Pro, est-ce que tu peux avoir un projet de jeu, puis là, je te mets dans l'embarras, puis botte en touche si ça tente. Est-ce que tu peux avoir un projet de jeu qui vise essentiellement à former, à développer des jeunes vers les pros? Ce que tu souhaites, c'est que ce soit pro chez toi. Après, ça peut être pro ailleurs. Il y a des débouchés, des fois, qui existent juste pas pour un attaquant quand t'en as déjà 4. La plus-value de cette équipe réserve-là, elle réside où? Tu es mieux placé que moi pour nous l'expliquer. Puis, parce que est-ce que c'est essentiel? C'est primordial. On a l'exemple à Lorient. Je ne parlais que de ce que je connais le mieux, là, de ce que je vois depuis 2 ans, puisque je suis revenu en France. Mais on a des jeunes, très très bons jeunes, à l'âge de 17 ans, 18 ans. On a l'exemple d'un attaquant suivi par les meilleurs clubs européens. Pourquoi? Parce qu'en U17, il a joué toute l'année en U19 et il était rendu à 27-28 buts en Coupe Gambardella et championnat U19. Il n'est que U17. Forcément, ça attire les regards de plein d'agents, de plein de recruteurs, des clubs les plus célèbres d'Europe, là. Bon. Et ce garçon-là, alors moi je le côtoie au quotidien, il n'a pas du tout la grosse tête, c'est quelqu'un de très humble, d'introverti même. Voilà. Mais ce garçon-là, quand logiquement il a été amené à jouer avec le foot adulte, donc en National 2, 4e division française, beaucoup plus dur pour lui de s'exprimer. Ah ouais. Donc peut-être que le commun des mortels aurait été prêt à lui faire signer un contrat pro parce qu'il avait marqué 27 ou 28 buts en U17 dans un championnat U19. Waouh, super performance. Et elle est vraie. Cette performance, elle est réelle. Mais on veut aller voir plus loin. Et il a besoin d'aller se frotter au monde adulte. Et le foot adulte, bah, je suis désolé, il est différent que le monde du foot jeune. Donc, ce tremplin-là, il est essentiel. Lorsque des jeunes vont le passer en 6 mois, et ça va cliquer, je peux vous parler de joueurs comme des Valentin Rongier, des Jordan Verretou, ça c'est une autre génération, mais plus récemment de Junior Croupi de Lorient, 18 ans, qui vient de signer à Bournemouth, ou de Enzo Lefebvre, joueur né en 2000, qui a 3 ans a signé de Lorient à Rennes pour 25 millions, qui aujourd'hui est passé par la Roma, puis aujourd'hui il joue en Première Ligue à Sunderland. Eh bien, ce sont des joueurs qui ont passé du temps en U16, U17, le temps de leur croissance finalement. Et à un moment donné, leur corps les a stabilisés
Ils ont pu exprimer toutes les qualités qu'ils ont travaillées en attendant que leur corps se stabilise, on va dire, musculairement, etc. Capable de répéter des efforts intenses. Et ça y est. En U19, ils vont faire que 6 mois. Réserve, ils vont peut-être s'entraîner peut-être une saison. Mais ils font déjà beaucoup d'entraînement avec les pros. Et ça y est, ils partent contrat pro et ils jouent en pro. Je parle de Ligue 1, voire de Ligue 2, voire de Ligue 1. Puis cette année-là, en équipe réserve, la grosse plus-value, c'est quoi? C'est les minutes de jeu que tu continues à jouer contre des adultes? Exactement. Le vice que les adultes ont, tu l'as pas en U19. Tu l'as pas en U18. Je suis désolé. La maîtrise que ton équipe U18 pourrait avoir dans un championnat nord-américain, même avec des équipes pro, elle va être complètement différente face à des équipes adultes. Tu es obligé de passer par là. Et tu vas perdre des matchs, mais perdre va te permettre d'apprendre. Sers-toi de ces contre-performances pour apprendre. Et même chose, je comprends, évidemment, je ne suis pas à la place d'un monsieur Saputo ou d'un investisseur d'un club qui va devoir payer 2 millions de dollars, je crois, chaque saison pour avoir une équipe en MLS Next. Il me semble essentiel que ton 2 millions, il va être rentabilisé par un ou des joueurs que tu vas faire jouer ensuite dans ton équipe première, qui vont être exposés. Et puis là, l'actualité, elle parle pour nous, c'est Nathan Saliba, qui a fait toute sa formation, qui part d'un club amateur qui est le CS Longueuil, qui va depuis très longtemps à l'académie du CF Montréal, et qui à un moment donné est vendu à un club européen, et peut-être même qu'il y a des ententes pour qu'après Anderlecht, il soit vendu, puis que le club de Montréal qui l'a formé puisse retoucher des dividendes, des primes, enfin, je ne sais pas. Mais tout ça est possible et négocié. Et même au moment où Nathan joue, Nathan joue pour moins de 200 000 $. Trouve ces minutes-là, cette qualité-là ailleurs dans la ligue pour moins de 200 000 en salaire par année, tu peux pas. Tu peux pas. Ça te coûte si peu parce que c'est un joueur formé ici, en début de carrière. Exactement. Et aujourd'hui... oui, c'est vrai que c'est cher, la formation. C'est cher d'investir, mais je le dis, c'est un investissement. Et loin de moi l'idée d'être un homme d'affaires, là, mais chacun son travail. Mais quand tu sais qu'un joueur peut te rapporter 4, 8... Moïse Bambito, c'est 8 millions d'euros que Nice débourse à Colorado Rapids. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un investisseur, un président de club, ici, à Montréal, qui aurait été content de récupérer cette somme-là. Et ce 8 millions, ça va te permettre de financer le reste, ou de rentabiliser ce que tu as déjà investi. Je sais pas dans quel sens tu peux le faire, mais voilà. Et puis, ce n'est qu'un joueur. Et Montréal, le Québec, on va dire l'Est du Canada, est riche en termes de potentiel. Moïse, tu l'as coaché. Est-ce qu'il était déjà défenseur central? Non. Il jouait devant? Fait que c'est pas toi qui as eu l'idée de le reconvertir en défense. Si. C'est toi qui l'a fait? Oui. Ça vient de où? Qu'est-ce que tu vois? Parce que, honnêtement, tu parles d'argent, là. Je sais pas ce que tu as eu comme kickback de Moïse au-delà d'un merci, là, mais tu mériterais une petite bouteille de vin ou quelque chose pour... J'ai son maillot de l'équipe nationale. Bon, c'est l'un de ses premiers maillots. Il avait même pas le numéro 15 à l'époque. C'est les premiers où la numéro 14. Ça, c'est précieux. Ça, c'est précieux en plus. Donc, mais sans toi, là, puis je veux pas faire dans l'hyperbole, mais sans cette décision-là, puis je suis très curieux de savoir si tu te rappelles pourquoi, puis à quel moment tu décides de faire, puis pour quelle raison, ce changement-là. Il était attaquant. Oui. Il passe en défense centrale. Oui. S'il ne te rencontre pas, Moïse n'a pas de carrière pro, essentiellement. Je sais pas. On ne saura jamais, Olivier. Il n'est pas à naissance moment, en tout cas. Je sais pas. Toujours est-il que... C'est mes paroles, pas les tiennes. Quand je... Merci bien. Mais... Quand je rencontre Moïse, c'est au collège Annecy. Donc, il arrive première année du cégep, il a 18 ans, et il joue à Saint-Laurent, dans son club civil. Là où il a grandi, là où il habite, etc. Et donc, moi, je suis déjà entraîneur sur la Rive-Sud d'une équipe PLSQ. Et le projet que je crée, c'est pour le bien du développement de jeunes joueurs au Québec,
c'est que je me dis, ce n'est pas possible que les joueurs à cet âge-là, ils aient un entraîneur dans leur équipe civile qui dit des choses, qui leur enseigne le soccer d'une certaine manière. Et le même soir ou le vendredi soir, au cégep. pour le match, ils ont un autre coach au cégep qui va leur dire peut-être des mêmes choses, mais peut-être des choses diamétralement opposées. Et je me dis, comment les jeunes Québécois peuvent être entraînés, développés de manière cohérente par rapport à tous les Européens qui sont dans les centres de formation. Mais comment nous, on peut leur amener une cohérence dans la manière de les entraîner si on n'a pas une seule et même voix? Alors, à un moment donné, j'ai eu l'occasion d'être entraîneur d'une équipe première dans un club sur la Rive-Sud, à Saint-Hubert à l'époque. Pardon. Et j'ai eu l'occasion de mettre les deux pieds aussi au cégep. Cégep à Montréal. Je suis en plein cœur géographique sur l'île de Montréal. Les pépites qu'on a ici peuvent venir de Laval, de la Rive-Sud, de l'Est, de l'Ouest ou du centre-ville. Métro, bus, la 40, collège Annecy, super situation. Et j'ai cette chance que les garçons croient en moi. Alors, j'ai le privilège d'avoir des pépites. Et comme ça pue le foot dans cette ville, eh bien, j'ai des Diadi Hamzi, j'ai des Farsi, j'ai des... Voilà. Et puis, j'ai des Pierre Lamotte, j'ai des... je vais en oublier, là, c'est sûr. Mais Moïse arrive, et il arrive qu'effectivement comme attaquant. Quand il arrive, Moïse, et comme tous les joueurs, ils sont en fin de saison. Et donc, j'hérite de joueurs, et je dois jouer avec ça, je dois m'adapter avec ça, avec des joueurs qui sont, pour certains, et c'était le cas de Moïse, en fin de croissance. Lui, il n'était pas du tout en avance morphologique. Ça, ce sont des profils qui me plaisent. Ismaël Koné était comme ça. Ouais. Voilà. Et donc, retard morphologique pour Moïse, mais donc à 18 ans, il n'est pas petit, il ne fait pas 1m12, il est déjà grand, mais il n'est pas musclé. C'est un longiligne. Il va vite, mais il arrive il y a des périodes où il manque d'énergie, il manque de tonus. C'est la fatigue d'une saison avec son club civil, logique. Il n'est pas le seul dans ce cas-là. Et donc, il y a des jours où il est très efficace devant le but. Il y a des jours où il ne l'est pas du tout. Et donc, il ne manque pas de technique, mais il manque d'inspiration. Il veut forcer les choses. À d'autres moments, je veux le faire jouer ailier droit ou piston droit même. Parce que j'aime bien à l'époque jouer à 3 derrière et donc avec des pistons. Bon. Première année. Cette année-là, on va au championnat canadien. On a une super équipe. Yvan Saint-André, Charles Auguste. Qui est passé par le Dynamo de Houston. Exactement. Etc. Et puis, on fait aussi une super année parce que l'année d'avant, on avait déjà été au championnat canadien avec Farsi, avec Diani Habzi, avec Pierre Lamotte. Et puis, on s'était cassé les dents dès les premiers matchs. Et donc, on a appris de cette expérience-là. Et la deuxième année, on est un petit peu plus acculturé, on est un peu plus enrichi, malgré qu'on soit plus jeune que nos adversaires. Bref. Et pour moi, ça a beau être qu'un championnat canadien collégial. Donc, ça ne représente quasiment rien sur l'échelle du haut niveau dans le soccer dans le monde. Mais dans cet environnement québécois-canadien, il faut que je mette des curseurs. Et si les joueurs passent ce curseur-là à cet âge-là, de cette manière-là, je me dis, ils sont prêts à aller à une autre étape. Et puis, à un moment donné, le Québec, la PLSQ, moi, je vais devenir tout petit, trop petit pour eux. Ils vont devoir aller ailleurs. Alors ailleurs, c'est l'Europe. Ouais. Mais avant ça, il y a peut-être un tremplin en passant par les États-Unis, les universités, peut-être la MLS. Et donc, Moïse, dans sa deuxième année, déjà, je pense à lui pour le faire jouer en milieu de terrain défensif, pour que ce soit une sentinelle, peut-être pour jouer dans un 3-5-2 ou dans un 4-3-3, mais voilà. Et avec son club civil en U21, Kwame, son éducateur là-bas, super mec, gros monsieur de Saint-Laurent, Kwame le met 6. Et moi, je le vois jouer au milieu de terrain comme pivot en 6 là. Et je me dis qu'il se débrouille pas mal. Donc, fin de saison, la saison avec Annecy repart. On en parle tous les deux. Je dis, ça t'a plu la saison? Ouais, mais j'aimerais bien rejouer devant, blablabla, ok. J'ai des mauvaises nouvelles pour toi. Je dis, écoute Moïse, est-ce que, honnêtement, si tu as confiance en moi,
je vais te proposer de jouer à un poste encore plus reculé. Écoute, on essaye. Si ça te plaît, ça te plaît. Ça te plaît pas, ça te plaît pas. Mais c'est aussi pour le bien de l'équipe. Et je suis persuadé que tu vas super bien t'exprimer à ce poste-là, qui va être défenseur central. Et donc, il adhère à cette idée. Et j'ai la chance d'avoir une bonne relation avec lui. Et voilà. Et donc, c'est surtout à 20 ans, où là, il ne joue plus à Saint-Laurent, parce qu'à l'époque, Saint-Laurent n'a pas d'équipe en PLSQ, en Ligue 1. Et donc, il joue à Annecy avec moi, mais il joue aussi dans mon club civil à Saint-Hubert. Et cette année-là, on est en 2021, et j'ai une top équipe de gamins à Saint-Hubert, qui joue super bien. Et Moïse fait partie des 3 défenseurs. On joue beaucoup en 3-4-3 ou 3-5-2. Et Moïse fait partie des défenseurs. Alors là, Moïse, toutes ses qualités ressortent. Il est grand, il prend tout de la tête. Il est rapide. Tous les ballons qui partent dans son dos, il anticipe. Et de la cour, en sprintant, personne le bat. Il gagne ses duels. Il a une super mentalité. Il encourage tout le monde. Il replace tout le monde. Il est leader. Entre le garçon que j'ai eu au début d'Annecy à 18 ans et le garçon de 20 ans, il a grandi et il s'est musclé, déjà. Et qualité de relance, pied droit, pied gauche, je cours, je long, vas-y, je fais semblant de la mettre là, mais je la cache pour la mettre là-bas. Il casse des lignes, il est capable de piquer pour jouer dans les zones de lumière. Marque des buts sur coup de pied arrêté. Il n'a que 20 ans. Il est au-dessus de n'importe quelle équipe, de n'importe quel attaquant expérimenté de la Ligue 1 au Québec. Le CF Montréal est où à ce moment-là? Ils sont dans leur championnat. Ils sont... Est-ce que le CF Montréal l'a échappé, ça? Ou est-ce que c'est aux Rapids du Colorado d'avoir vu... Est-ce que, dans le fond, il fait juste partie de ceux qui... Le timing était pas là? Je peux pas répondre à leur place. C'est eux qui sont les mieux placés. Est-ce qu'ils le connaissaient et ils n'ont pas estimé qu'il y avait un potentiel chez lui et donc ils sont pas intéressés? Est-ce qu'ils ne le connaissaient pas? Je peux difficilement répondre. Je vais dire simplement ceci. En France, quand un joueur de ta région proche devient pro dans le club d'à côté, c'est que t'as pas fait ton travail. Et que on va dire que t'as pas bien fait ton travail. Soit de recruteur, parce que t'étais pas au courant de la pépite et du potentiel qu'il avait, soit ta qualité de regard, de l'œil, de ton regard de connaisseur finalement. Et que tout ça fait que on a perdu un super joueur, mais aussi potentiellement on a perdu de l'argent si on veut le voir sur le plan économique. Ah ouais, une fortune. Mais c'est des millions là. Puis lui, la particularité, c'est l'argument, je présume, du CF Montréal, ce serait peut-être, on recrute pas les adultes, si on veut, à 20-21 ans dans le championnat provincial québécois, parce qu'on est supposé d'avoir fait notre travail avant, mais lui, il y a une transition majeure dans sa carrière où il passe d'attaquant à défenseur, puis c'est ça qui change complètement la donne. Oui, et puis on va être aussi très clair, c'est qu'il y a des joueurs qui explosent à tout âge. Mo Farsi. Mais cite Diadi Damzi, il a été pro en D2 en France, à Pau, et en Espagne, c'est pas Almeria, c'est... Bref, à côté dans une ville à côté de Madrid. Farsi est pro à Columbus, en passant par Cavalerie, je crois, en CPL. En passant par l'équipe nationale de futsal. Et aussi. Charles Auguste est parti pro en passant par Creighton University et ensuite Dynamo de Houston. Même si l'aventure n'a pas duré pendant 1 an, il a quand même été pro et il est un super joueur. Et c'est un super joueur. Karifa Yao est rentré au CF Montréal, a été prêté, il a joué au Whitecaps. Bon, maintenant, il joue à une division inférieure, mais tout dépend de la manière comment tu crois en tes joueurs et comment tu les accompagnes. Mais je me dis que le gamin qui est d'ici, qui grandit ici, dont les parents vont régulièrement au match au Stade Saputo, ils aiment ce club-là. Ils aimeraient jouer pour ce club-là à un moment donné. Jouer devant leur famille, devant leurs amis. Ils vont amener du monde au stade. On se plaint ici que le stade est
pas toujours plein, même si quand ça gagne, il y a du monde au stade, c'est comme partout. Mais quand ça gagne moins, Garvin met tout ça là. Aboubacar Sissoko, Samuel Salter, ils pourraient pas faire des piges en MLS? Ben, je sais pas, moi je pose la question. Je serais curieux d'essayer quelque chose avec tous ces joueurs-là. J'ai cité quasiment une équipe là. De là à dire qu'ils seront titulaires tous en MLS, non. C'est peut-être pas à moi d'en juger. C'est à eux de prouver. Est-ce qu'on leur donne une chance? Est-ce qu'on s'intéresse à eux? Est-ce qu'on va vraiment voir le bout de leur potentiel? Est-ce qu'on va vraiment éprouver ces joueurs-là dans telle et telle situation de jeu, de joueurs? Je sais pas. Moi, je me dis que non, on les a pas vus. Ou on les a pas, ou on n'a pas cru en eux. Ça revient aussi à l'obligation de trancher beaucoup plus tôt. T'es un joueur de MLS à proprement dit, ou t'es un joueur d'équipe de jeunes, parce que t'as rien entre les deux, qui t'achète l'année et demie, les 2 ans, les 3 ans dont t'as besoin. Ce serait hyper dur de le dire, de trancher avant déjà la fin de la croissance déjà. Donc déjà, avant 17 ans, t'as pas tout vu. Et puis avant ça, faut travailler sur tous les aspects qu'on a évoqués tout à l'heure. Et puis, entre 18 et 22, il y en a qui vont jouer à 18. Ismaël Koné, quand il arrive, on va dire, par un heureux concours de circonstances, eh bien, quand Ismaël arrive au CF Montréal, il y a un an où il fait le banc, mais il s'entraîne avec les pros. Ouais. Et puis, il est accompagné, je pense, je sais qu'il est très bien accompagné par Wilfried et son staff. Et je sais que c'est compliqué parfois de garder ce joueur-là sous motivation, on va dire. Parce que Ismaël, il a cette particularité où, comme beaucoup de jeunes joueurs, il est ambitieux, puis il veut jouer tout de suite. Il veut gagner du temps de jeu. Et il te faut un staff hyper accompagnant qui vont toucher la fibre humaine du joueur pour le garder dans ta dynamique. Pour que la deuxième année, il explose. Ouais. Et il explose. Et il arrive en Coupe nationale, et il arrive à être titulaire en MLS, il va en Coupe du Monde avec l'équipe nationale, c'est ce que je voulais dire. Et puis derrière, oui, tu le vends. T'encaisses un chèque. C'est un vrai travail d'accompagnement. Et il n'a pas 14 ans. Alors 14 ans, c'est l'âge où moi je l'ai vu. Ismaël Koné, dans les sélections du Québec. Et où je me dis, lui, il ressemble à Paul Pogba, que j'avais vu, moi, en France, dans une présélection équipe de France, qui était un top joueur déjà à 15 ans. Et je me dis, quelques années plus tard, j'ai le même morphotype. Waouh! Mais il n'est pas pris au CNHP à cause des notes. Mais je me dis, mais en France, note ou pas note, s'il a un potentiel de fou comme ça, mais on va s'adapter, l'école va s'adapter, on va trouver, un club français va trouver une solution pour qu'il s'entraîne tous les jours. Parce que je comprends bien le cahier des charges qu'un sport-études doit respecter ici, en termes de notes, mais à un moment donné, si tous les joueurs pros, les futurs joueurs pros, devaient être des bacheliers, etc., ça se saurait, quoi. Alors, l'intelligence qu'ils ont, elle est, eux, sur un terrain de foot. Et puis, elle n'est pas forcément à l'école. Et il faut savoir l'accepter. Là, on a quelques exemples qui sont très très bons à l'école et très très bons sur le terrain. Puis il y en a qui n'ont que le terrain. Mais dans la vie, ils vont se démerder. Mais sur le terrain, ils ont cette intelligence situationnelle qui leur permet de s'exprimer. François Bourget, ça a été un grand plaisir de jaser avec toi. Je pensais pas reconnecter avec l'histoire de la famille Ardeven à Angers et au Québec avec moi toi. Non plus, je savais pas. Ça, c'est dans la catégorie champ gauche des moments à Au fond des filets. C'est pas mal dans le top, j'allais dire dans le top 5. Non, c'est plus haut que ça. Merci d'être passé. J'aurais continué à te parler pendant des heures, mais là, il faut libérer Jacob qui a de la job. Ouais, Jacob, désolé. Ce fut un plaisir, Olivier. Merci d'être passé. Invité. Et de partager tout ça avec toi, c'est effectivement, on aurait pu parler encore très très longtemps. À bientôt. À bientôt.